Bonsoir à toutes et à tous pour ce point de marché qui arrive assez tard hein, dans le week-end. En général, j'aime bien les faire vendredi soir ou samedi. Toutes mes excuses, j'ai eu un week-end très chargé avec pas mal de travaux, hein. D'abord, je vous avais parlé il y a une semaine du produit structuré sur action, donc avec un rendement potentiel de 9%, donc dans lequel voilà, je vais sans doute investir. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus. Si certains ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Une autre aussi opportunité que je surveille de très près, c'est une augmentation de capital dans qui a lieu dans l'entreprise où je travaille. Donc là, bon, ça sert à rien que je vous en parle parce que ça c'est une opération qui est destinée uniquement aux salariés. Et enfin, un dernier point, moi j'ai été à la foire d'automne parce que en ce moment je travaille beaucoup sur la possibilité de devenir, indépendant, autonome en tout cas énergétiquement. Parce que on a une grosse facture, d'électricité et voilà, on est en train de faire un business plan pour, mettre des panneaux photovoltaïques pour devenir autonome énergétiquement. Voilà, donc ça c'est aussi, hein, la liberté financière, hein, ça se travaille sur 2 axes, hein, diminuer ses dépenses, enfin ou du moins les optimiser, pour avoir des dépenses, contraintes les plus faibles possibles sans se priver. Et évidemment le deuxième axe c'est, faire travailler, son patrimoine, hein, soit par le levier du crédit, dans l'immobilier notamment, soit par les intérêts composés, sur les marchés, soit en optimisant sa fiscalité. Donc du coup l'idéal c'est une mix des 3. Donc je travaille beaucoup là-dessus, hein, donc entre le produit structuré sur les actions, l'augmentation de capital et le business plan, pour faire poser des panneaux, photovoltaïques. Donc beaucoup de travail ce week-end, donc voilà, ce qui explique que j'ai pas eu beaucoup de temps voilà, pour faire un gros point de marché. Bon, néanmoins, je suis les marchés et notamment cette semaine qui a été assez belle pour les marchés, hein, toujours plus haut comme le dit ce titre. Et je vais vous donner un petit peu ma vision des choses, hein, en toute humilité. Bon, je rappelle les disclaimers, hein, toujours, hein, faites une copie de cet écran qui est quand même important. Voilà, moi, je n'ai pas la prétention de vous donner une baguette magique pour gagner à tous les coups, hein. C'est pas, je suis pas si prétentieux que ça. Donc c'est important de voir tous les disclaimers et notamment les erreurs que j'ai pu aussi faire par le passé. Voilà, je m'en cache pas. Alors, l'actualité politique, économique. Alors, heu, donc on a, bon moi j'ai été un petit peu touché par, voilà, on a monsieur Bruno Le Maire qui commence à concéder que l'inflation serait temporaire jusque fin 2022. Donc voilà, donc on avait une inflation, un pic d'inflation, madame Lagarde qui parle d'inflation temporaire, puis temporaire mais ça peut durer, enfin bon, bref, c'est voilà, ce cafouillage, sur l'inflation, ça rappelle, un petit peu, l'incompétence des gouvernements lorsque la crise du Covid est apparue. Les masques, ça sert à rien, puis ça sert, puis on n'en a pas, puis il en faut, puis c'est obligatoire. Enfin, là, on voit un peu le même, Big Mac avec l'inflation. Jean Castex qui annonce un chèque inflation de 100 € pour chaque personne ayant un revenu inférieur à 2 000 € par mois. Alors ça peut être très bien, ça peut être sympathique à première vue, hein. Vous touchez moins de 2 000 € par mois, vous avez 100 € qui tombent sur votre compte comme ça. Néanmoins, ces mesures pour moi sont très dangereuses, car l'État n'a pas les moyens de financer des chèques comme ça de 100 € par personne qui gagne moins de 2 000 € par mois. Comment ces mesures sont financées? Par de la planche à billets. Et c'est la planche à billets qui est à l'origine de cette inflation que l'on observe. Alors évidemment, officiellement, on nous dit que c'est à cause des Chinois, à cause des pays de l'OPEP, à cause des pénuries, à cause. Mais en fait, la véritable raison de cette inflation, c'est qu'on a distribué beaucoup d'argent sans création de richesse en face. L'argent, ça n'est rien d'autre qu'un outil d'échange, hein. Avec l'argent, vous échangez un service, un produit contre un autre. L'argent, c'est juste ça. Et le problème, c'est que nos gouvernements et nos banques centrales confondent argent et richesse. Or, le problème, c'est qu'on distribue de l'argent, mais on n'a pas créé en fait en face les richesses heu, en face de cet argent que l'on a créé par la planche à billets. Et donc du coup, bah, forcément, lorsque vous avez beaucoup de d'argent qui est imprimé,
que l'on envoie aux citoyens, qui sont d'abord contents, effectivement, ils reçoivent de l'argent, ils sont contents, mais qu'en face, vous n'avez pas de création de valeur en face, bah, qu'est-ce qui se passe? Plus d'argent, toujours autant, voire moins de création de valeur, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est l'offre et la demande, ce sont les prix qui s'ajustent à la hausse. Donc voilà, donc moi je suis assez en colère, on va dire, contre le gouvernement, contre les banques centrales en général. C'est qu'il y a une grosse hypocrisie autour de l'inflation. Voilà, que Bruno Le Maire a fait l'ENA quand même, donc il sait tout ce qui se passe, il sait qu'il y a une relation entre ce que fait la banque centrale, l'offre et la demande et l'inflation, et ils nous font croire que cette inflation, en fait, elle vient du ciel, ou alors qu'elle est provoquée, voilà, on cherche des boucs émissaires, alors qu'en réalité, voilà, nous sommes responsables, en fait, de l'inflation, que l'on observe, notamment à cause des politiques des banques centrales. Moi, je persiste à dire, hein, demain la banque centrale monte les taux à 3%. Je ne parle pas des taux à 10%, je parle de taux à 3%, hein. En Europe, 3%, 4% aux États-Unis, hein. En 2008, on était bien au-delà. Croyez-moi, l'inflation, on n'entendra plus parler, hein. Le pétrole, il retombe à 30 dollars et c'est terminé. Donc cette inflation, elle est voulue. Mais évidemment, ça ils vont pas le dire publiquement. Il y a des élections qui arrivent, donc voilà, c'est un peu mon coup de gueule, parce que voilà, il y a une certaine hypocrisie autour de ce sujet de l'inflation. Mais évidemment, les marchés, eux, bah, ils sont contents parce que évidemment, la planche à billets continue à faire monter, tous les actifs, donc elle fait monter les prix, mais elle fait monter aussi les actifs et ça les marchés finalement, ils sont contents d'ailleurs. Donc, donc voilà, donc on va commencer à regarder un peu ce que font les marchés. Alors les taux qui continuent à monter, à se tendre, donc des taux français qui approchent les 0,25%, 25 points de base, et en corollaire, là vous avez le prix des obligations, hein, qui continue à baisser, hein, lentement mais sûrement, c'est le prix du Bund allemand qui baisse. Plus les taux montent, plus les prix des obligations diminuent. Donc jusqu'à là, voilà, ça c'est assez logique. Alors, au niveau du pétrole, donc ça c'est assez inquiétant, hein. Le pétrole, hein, je vous rappelle, est un indicateur avancé de l'inflation. C'est-à-dire que vous avez aucune chance de voir l'inflation diminuer dans les prochaines semaines, prochains mois, si le pétrole continue à augmenter. Le pétrole, voilà, c'est une valeur de marché, hein. Le prix du pétrole, il est coté chaque seconde, chaque minute, chaque heure, alors que l'inflation qui est affichée par l'INSEE, c'est une donnée retardée, hein. L'inflation officielle de l'INSEE, elle est retardée par rapport au prix du pétrole. Donc on voit que le prix du pétrole continue à monter, hein. On approche les 85 dollars le baril pour le WTI, et donc effectivement ça confirme hélas ce que Bruno Le Maire commence à sous-entendre, que effectivement l'inflation ne risque pas de s'assagir avant fin 2022, non pas fin 2021 mais fin 2022, en supposant que le prix du pétrole arrête sa course vers les plus hauts. Bon, par contre, les marchés, évidemment, pour le moment, voilà, ils ne s'inquiètent pas outre mesure, hein. On voit le CAC 40 voilà, qui continue à titiller, hein, à challenger la résistance des 6760, 6770, hein. Et si évidemment cette résistance est franchie, bah, il n'y a plus vraiment de gros obstacles avant les 6009, hein, qui sont le record absolu touché en août de cette année et en septembre 2000. Par contre, alors pour le Dow Jones, ça y est, hein, les records sont effacés, hein. Il a fallu qu'une semaine pour effacer la double résistance des 35 000 et 35 500 points, puisque le Dow Jones a été testé, a atteint un record à 35 760 points. Voilà, assez haut. Et là maintenant, visiblement, quand on regarde la courbe, la zone des 35 500 points semble être devenue un support. Donc là, d'un point de vue purement graphique, là c'est vraiment, voilà, on a vraiment voilà, il n'y a plus vraiment d'obstacle pour de nouveaux records. Alors attention, c'est juste l'analyse graphique qui dit ça, hein. C'est pas forcément, c'est pas forcément ce qui va arriver dans le futur. Il faut être prudent. Alors pareil, hein, pour ce qui est de la Chine, alors la Chine a du retard, hein,
je rappelle, les médias ont pas mal parlé d'Evergrande, hein, surtout en septembre et début octobre. En réalité, Evergrande a surtout frappé les marchés chinois, surtout au mois d'avril, mai, mars, avril, mai 2021. Donc quand les médias ont commencé à en parler en Europe, en fait, les marchés chinois avaient déjà encaissé le choc de Evergrande. Et là, on voit, hein, la bourse chinoise qui arrive, hein, à s'extraire, hein, de son canal là, que vous voyez, et qui tend plutôt à remonter. On a réussi à passer la zone des 16 000, des 15 800, 16 000 points de résistance. Donc ça, c'est plutôt positif aussi pour les bourses, la bourse chinoise, qui a quand même du retard, hein, par rapport au record. Vous voyez le record à presque 21 000 points. La bourse chinoise a du retard, et ce n'est pas surprenant. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo, pourquoi c'est un petit peu cette dissymétrie entre les actions chinoises et les actions américaines et européennes. Alors du côté de l'or, l'or a tenté, hein, une percée au-delà des 1800 points, mais il est retombé en dessous. On voit, hein, qu'il continue toujours à être coiffé par ce canal, hein, ce canal de consolidation entamé en juillet 2020. Et l'or a tenté de la challenger, mais pour le moment, sans succès. Mais voilà, on a une petite tendance de reprise de l'or sur le court terme. Pareil pour l'argent. Alors l'argent, alors lui, c'est plutôt le signal est plus positif pour l'argent que pour l'or. On a réussi à casser, hein, cette ligne, la ligne rose, baissière. On a réussi à s'en extraire par le haut, assez franchement. Mais bon, on est encore assez loin de cette résistance majeure des 30 000, des 30 dollars l'once d'argent. Donc il faut déjà franchir les 25, puis les 27, et enfin arriver à 30. Donc il y a encore pas mal de chemin à parcourir, hein. Même si moi, d'un point de vue, alors là, ça n'engage que moi, hein, quand on regarde le niveau de surévaluation de l'ensemble des actifs, hein, l'or et l'argent, relativement aux autres actifs, restent on va dire, les moins surévalués. Mais là encore, hein, ils peuvent rester sous-évalués pendant une période très très longue, hein. Donc voilà, il serait hasardeux de spéculer, de faire des leviers sur de l'or, l'argent, en pensant que ça y est, ça va être sky to the moon, hein, voilà, il faut être prudent. Mais effectivement, sur du long terme, l'or et l'argent restent, à mon sens, les actifs les moins surévalués, notamment quand on regarde les marchés actions. Et enfin, je finis par un petit point sur les cryptos, notamment le Bitcoin, qui a battu ses records de 65 000 points. Il a réussi à aller jusqu'à 66-67 000 points. Mais on a assisté les 2 derniers jours de la semaine dernière à une forte baisse, hein. Enfin, quand même, on a perdu 10% en quelques heures. Et là, voilà, donc soit c'est voilà, c'est un souffle, hein, le Bitcoin va souffler sur les 60 000 avant de repartir vers des sommets, soit si jamais la correction en dessous des 60 000 points prend de l'ampleur, on pourrait avoir un double top, hein. Premier top en avril, deuxième top en octobre, et là on pourrait avoir une grosse baisse assez forte. Donc pour le moment, on n'en est pas encore, là, hein. Les crypto-monnaies se comportent aussi très très bien. Alors j'ai mis le Bitcoin, mais l'Ethereum a aussi battu son dernier record, hein. Son dernier record était à 4100 en avril-mai, et là il a réussi à aller jusqu'à 4300 points, 4300 dollars le TH, hein, l'Ethereum. Donc là encore, hein, pour le moment, les cryptos se comportent très très bien. Donc je rappelle, elles sont boostées par la nouvelle d'il y a à peu près une dizaine de jours, où la SEC pourrait autoriser des banques à émettre des ETF indexés sur les cryptos. Donc ça ouvrirait la voie à la possibilité d'investisseurs institutionnels, donc des assureurs, de pouvoir investir dans des cryptos, non pas de manière directe, puisque les autorités l'interdisent, mais via des produits dérivés comme les trackers. Voilà. Donc en conclusion, il faudra continuer à surveiller les résultats des entreprises, hein, donc qui ont été bons aussi, hein. C'est aussi ce qui pousse les bourses à la hausse. On a eu des bons résultats d'entreprises cette semaine, notamment des entreprises de la nouvelle technologie, mis à part Intel qui a déçu. Donc continuez à surveiller les résultats d'entreprises.
pour moi, le gros bémol, enfin, alors là, c'est un bémol, c'est pas un bémol sur le court terme, hein, c'est un bémol sur, c'est un point d'attention à surveiller, plus dans une optique, on va dire de gestion de patrimoine que d'une optique de trading. C'est la dette. Les acteurs sont surendettés aujourd'hui, hein, que ce soit, dans le monde occidental, hein, que ce soit les particuliers, hein, les ménages, on parle de la dette étudiante aux États-Unis qui atteint des niveaux stratosphériques, les entreprises, les États, les retraites, enfin tous les acteurs sont surendettés, surtout dans nos économies occidentales. Il y a aussi de la dette, hein, en Chine, hein, attention, hein, la Chine aussi, hein, Evergrande, c'est aussi, symptomatique d'un problème de surcapacité, hein, en Chine. Mais on va dire les Chinois et les Européens, Américains ont choisi de manière différente en fait de combattre la dette. Alors il y a en gros 4 moyens de vaincre enfin de rembourser sa dette. Soit on crée un excédent de croissance de long terme via une révolution technologique ou via une reconstruction, hein. Comme après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les 30 glorieuses, ce qui a permis aux États de se désendetter via de la croissance. Ça, c'est une forte croissance saine. Bon, a priori, aujourd'hui, voilà, on a une croissance de rattrapage après les confinements, mais on ne semble pas aller vers une croissance structurelle de 4-5% sur 10 ans, hein. On peut avoir un bon rebond de croissance, mais ça ne devrait pas durer. Ça, c'est le premier point qui paraît hypothétique, surtout en Europe et aux États-Unis. Peut-être en Chine, mais chez nous, ça va être compliqué. Deuxième volet, les impôts. Ça paraît aussi très compliqué, surtout en France. La France est un des pays où le niveau des impôts est le plus élevé au monde. Donc on voit mal comment l'État peut encore augmenter la fiscalité. Ça paraît un peu difficile. Alors il reste deux points. Soit ce qu'on appelle la dette déflation, soit l'inflation. Alors la dette déflation, c'est quoi? Alors c'est un petit peu ce que tentent de faire les Chinois, c'est-à-dire que lorsqu'un acteur, mettons, est surendetté et menace de faire faillite, bah, on le laisse couler. On le laisse couler, on sanctionne les dirigeants, on essaye éventuellement de sauver les emplois, de recaser les salariés, mais on laisse l'entreprise couler et entre guillemets, hein, on spolie les actionnaires. C'est un peu ce qu'a choisi de faire la Chine, hein. La Chine semble privilégier la voie d'une monnaie forte, hein. Le yuan chinois n'arrête pas de s'apprécier. Alors j'ai pas mis le graphique du yuan chinois pour ne pas il y a déjà beaucoup de graphiques, mais le yuan chinois a connu des records cette semaine contre le dollar, hein, des records qu'on n'a plus vus depuis pas mal de temps. Et face à l'euro, c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois a décidé de faire payer aux dirigeants d'entreprise toutes les erreurs, tous les égarements qui peuvent être faits. Voilà, ça peut paraître incroyable, hein, c'est un pays communiste, hein, enfin qui se dit communiste, la Chine, mais en Chine, vous créez une entreprise, votre entreprise fait faillite, bah, le gouvernement chinois ne fera rien pour les dirigeants. Les dirigeants, voilà, il n'hésitera pas à mettre les dirigeants en prison s'il le faut, à spolier les actionnaires également, il en a strictement rien à faire. C'est un peu la devise du gouvernement chinois, c'est pas à la population de payer les erreurs faites par les dirigeants. Donc les dirigeants, on va dire, et les investisseurs payent de plein pot les erreurs qui peuvent être faites. Mais en contrepartie, pour des Européens qui investissent en Chine, bah, on a quand même une monnaie très forte. C'est-à-dire que le gouvernement chinois a décidé de se battre pour avoir une monnaie crédible, une monnaie qui sera reconnue internationalement. C'est un peu ce qui explique par exemple pourquoi moi par exemple j'ai investi sur des actions chinoises via un compte de trading et via mon assurance vie, bah, je suis dans le vert en fait, j'ai des performances positives sur mes actions chinoises, pas forcément grâce à la hausse des indices chinois, mais grâce à la hausse de la devise chinoise par rapport à l'euro. Parce que c'est le gouvernement chinois, pour le moment en tout cas, il a décidé de faire payer aux acteurs privés, notamment aux dirigeants, toutes les erreurs que ces derniers peuvent faire. Donc c'est un peu paradoxal pour un pays, on va dire, communiste, parce que finalement, il se comporte un peu plutôt comme un pays capitaliste. C'est-à-dire que les dirigeants qui veulent créer des entreprises, ils peuvent le faire. Par contre, s'ils se plantent, s'ils font des conneries, pardonnez-moi l'expression, bah c'est à eux de payer.
En Occident, alors nous on se dit libéraux, mais c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que finalement aujourd'hui, vaut presque mieux être dirigeant d'une grosse entreprise, on va dire, voire même d'une entreprise moyenne avec plusieurs dizaines de salariés. Faire des conneries, c'est pas grave, l'État fera tout pour sauver les dirigeants. Entre le PGE, le chômage partiel, enfin voilà, toutes les aides que l'on balance aux entreprises, bah, finalement, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas. y a- Là encore, je suis désolé pour les patrons, si vous m'entendez, les grands dirigeants, les cadres de direction des entreprises, si vous m'entendez, mais enfin, votre risque, il est extrêmement réduit. Même si vous faites des conneries, je suis désolé, l'État va venir à votre secours. Ça sera le particulier, ça sera le contribuable qui va payer vos erreurs via la planche à billets qui va générer de l'inflation. Chaque connerie qui est faite par nos dirigeants sera rattrapée par l'État via la planche à billets, et la planche à billets, en fait, c'est de l'impôt futur, c'est de l'inflation. L'inflation, ce n'est rien d'autre qu'un impôt déguisé. Et ça, en fait, nos États, a priori, aujourd'hui, ils ont, nos États occidentaux ont décidé, alors même s'ils ne veulent pas le reconnaître, il y a des élections, de, de tout faire en fait pour relancer l'inflation afin finalement de liquider, hein, de réduire en fait la taille de la dette. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas endetté vis-à-vis des Martiens. C'est-à-dire ceux qui détiennent et c'est mon troisième point, hein, ceux qui détiennent les dettes des États, des entreprises, ben en fait c'est vous, via notamment vos comptes courants, vos livrets A, les LDD et les fonds euros des assurances vie. Alors je parle que des fonds euros, je parle pas des unités de compte, je parle pas du reste, mais je parle que des fonds euros. Et d'ailleurs, le compte courant, tout l'argent que vous avez sur votre compte courant, en fait, vous êtes propriétaire de la dette de la banque. C'est la banque, en fait, si vous avez 100 000 euros sur le compte courant, bah, en fait, c'est comme si la banque, elle avait 100 000 euros de dette vis-à-vis de vous. Pareil, si vous avez beaucoup d'argent sur le livret A, bah, le livret A, c'est de la dette des organismes sociaux. Hein. Les organismes sociaux sont financés grâce au livret A. Et le fonds euro, en fait, si vous avez beaucoup d'argent sur le fonds euro, en fait, vous détenez sans le savoir, peut-être que vous le savez, certains d'entre vous le savent, mais beaucoup ne le savent peut-être pas, mais vous détenez de la dette des États et des entreprises. Et ces acteurs, hein, l'État, il sait, ils savent qu'ils ont beaucoup de dettes, qu'ils veulent liquider la dette, et donc la meilleure manière de liquider la dette, c'est de contenir, c'est de comprimer le taux de compte courant qui ne sont pas rémunérés, le livret A à 0,5, hein, il reste à 0,5, et les fonds euros dont le taux reste, alors c'est mieux qu'un livret A, mais ça reste voilà à 1,5%, et de laisser l'inflation partir à 2, 3, 4, 5%. Et en faisant ça, en fait, ben, l'État se désentête sur votre dos. En fait, ce sont tous les contribuables qui détiennent des comptes courants pleins à craquer, des livrets A, etc., qui finalement, par le jeu de l'inflation, sont en train finalement de désendetter l'État sans le savoir grâce à l'inflation. Donc ça évidemment, Bruno Le Maire va pas vous le dire, hein, Monsieur Macron non plus, Monsieur Castex non plus. Voilà, ils n'ont pas intérêt à ce que les gens le savent. Donc voilà, donc je termine cette vidéo pour vous dire de faire très attention. Là, il faut être vraiment très très vigilant. Donc si vous détenez beaucoup d'argent dans les comptes courants, les livrets A, etc., bah, intéressez-vous aux investissements. Si vous n'êtes pas au fait des investissements, ou si vous n'avez pas le temps, rapprochez-vous d'un conseiller en gestion de patrimoine, un conseiller en investissement, pour mettre en place des actions, pour ne pas avoir des dizaines, des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, voire des millions sur des comptes comme ça, parce que c'est la ruine à terme, hein, avec 5% d'inflation ou 10% d'inflation par an plus tard. Bah, en 10 ans, vous avez perdu 50% de votre richesse, hein. Tout ce qui est sur le livret A et les comptes courants, avec 10% d'inflation par an, dans 10 ans, vous avez, vous avez divisé par deux votre richesse, hein, de manière totalement indolore. Donc il faut que vous fassiez quelque chose, mais en même temps, et c'est là que c'est compliqué, faut pas se jeter sur le premier investissement venu. Parce que regardez, les marchés actions sont très hauts, les marchés de dette sont très très hauts aussi, les crypto-monnaies sont à des niveaux stratosphériques également. L'immobilier, j'en ai pas parlé, est assez haut aussi. Donc il faut aussi faire attention, il ne faut pas se précipiter sur le premier investissement venu. Et c'est là un peu la grosse complexité, c'est qu'il faut faire quelque chose. Si vous avez beaucoup d'argent qui dort, mais en même temps, il faut pas, voilà, il
faut faire attention, il faut le faire intelligemment, il faut le faire de manière réfléchie, hein, faut pas prendre des décisions en 15 jours. Voilà, il faut faire plusieurs rendez-vous, hein. Si vous avez des conseillers, bah, faites plusieurs rendez-vous, euh, espacez-les en plusieurs semaines, voire même en quelques mois, pour vous permettre de réfléchir, de prendre de la hauteur sur vos stratégies patrimoniales. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end et une bonne semaine et je vous donne rendez-vous au week-end prochain. À bientôt, au revoir.